il y a 13 ans. Oui, 2019, 2009 plutôt, 2013 aujourd'hui, 2023. Oui, maître. Que vous n'étiez pas ici, que vous étiez au Burkina, que vous aviez été victime d'une tentative d'assassinat, que vous avez été en exil avec toutes les difficultés que nous connaissons. Est-ce que nous pouvons déduire que vous n'êtes pas à mesure de vous rappeler forcément, j'insiste sur le mot forcément, tout ce que vous saviez des événements du 28 septembre? Est-ce que vous êtes à mesure, quand vous vous rappelez que vous vous êtes trompé, de rectifier chaque fois que l'occasion vous est donnée? Oui, maître. Merci. Alors, dans ce cas, est-ce que vous êtes disposé, autant que se peut, à rectifier ce qui pourrait être considéré comme une déclaration erronée ou à améliorer ce qui pourrait être considéré comme une déclaration incomplète depuis que vous êtes ici? Oui, maître. Parfait. Est-ce que votre volonté de voir cette affaire jugée n'a pas encore changé malgré le fait que vous soyez aujourd'hui en détention, c'est-à-dire privé de votre liberté? Oui, maître. Parfait. Donc c'est la même volonté qui continue. Vous voulez la lumière dans cette affaire? Oui, maître. C'est donc comme dans le passé, depuis plus de 10 ans, dans un premier temps, vous avez vous-même demandé à être entendu. Et dans un second temps, vous avez vous-même demandé à rentrer dans votre pays. Est-ce que c'est vous qui avez demandé pour la première fois, par la justice guinéenne, à être entendu dans cette affaire? Tout à fait, maître. Je vais donner la preuve qui existe déjà dans le dossier. Monsieur le Président, c'est le courrier du 10 septembre 2013 que les avocats, le bâtonnier Boubacar Sow à l'époque et moi-même avons adressé au juge d'instruction. Je vais lire le contenu, vous allez réagir. Messieurs les juges d'instruction, nous, avocats sous-signés et conseils habituels de M. Moussa Dadis Camara, avons l'honneur de vous informer que notre client, demeurant actuellement à Ouagadougou, au Burkina Faso, souhaiterait être entendu par vous sur les événements du 28 septembre 2009. Il considère en effet que dire ce qu'il sait de ces événements malheureux est un devoir personnel envers le peuple de Guinée et constitue un attachement à la justice de son pays. À notre humble avis, les modalités de son audition relèvent de la procédure définie par les articles 105, alinéa 2 et 114 du Code de procédure pénale. En conséquence, nous vous serions très obligés de bien vouloir prendre acte de la volonté de notre client et de mettre en place des dispositions nécessaires en vue de son audition et de nous en tenir informés. Nous vous informons enfin que nous adressons copie de cette lettre à Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Conakry et à Monsieur le président de la Chambre d'accusation de la même Cour pour leur bonne information. Nous vous remercions de votre diligence habituelle. Par ce courrier, n'est-ce pas vous-même qui avez, de manière responsable, décidé d'interpeller la justice guinéenne
après au moins 4, après 3 ans. Oui, maître. Mais, Monsieur le Président, est-ce que si vous vous reprochiez vraiment des massacres, vous alliez vous-même demander à la justice à être entendu? Oui, maître. Si vous ne comprenez pas les questions, même si je suis votre avocat, avec la permission du président, demandez, je peux reprendre, sinon demandez au Le président. problème, c'est pour la qu'il vous aide. transmission. Je pense bien avec le micro. Ok, merci. Je disais, est-ce que par ce courrier que je viens de lire, en interpellant vous-même la justice guinéenne, à l'effet de vous entendre, vous le premier, est-ce que vous n'indiquez pas que vous vouliez la manifestation de la vérité et que vous n'avez rien à voir avec cette affaire? Oui, maître. Oui. Alors, est-ce que si vous vous reprochiez, je l'ai dit, quelque chose de pénalement répréhensible, vous auriez demandé vous-même à être entendu? Non. Non, n'est-ce pas? Oui. Alors, n'est-ce pas vous aussi qui aviez insisté auprès des autorités guinéennes de l'époque afin de vous laisser rentrer au pays pour vous mettre à la disposition de la justice et mieux assurer votre défense? Oui, maître. Je vais vous lire un autre courrier qui prouve ça. Encore. J'ai parlé des autorités politiques guinéennes, des autorités judiciaires. Voici, Monsieur le Président, un courrier. Vous allez voir la promptitude dans la réponse. Un courrier qui date du 12 août 2015, qui est dans le dossier, que l'avocat du président Dadis avait adressé au magistrat instructeur. Je vais lire le contenu et vous allez réagir. Information. Messieurs les juges d'instruction, le 8 juillet 2015 à Ouagadougou, au Burkina Faso, mon client, M. Moussa Dadis Camara, né le 29 décembre 1969, dans la commune urbaine de Zérékoré, en région forestière, de feu Mamadou Kouli Camara et de feu Christine Tongon Kone, marié et père de 5 enfants, économiste domicilié au quartier Ouaga 2000, rue Bordeaux, face ambassade des États-Unis, Ouagadougou, République de Guinée, du Burkina Faso, a été inculpé par votre juridiction au terme du réquisitoire du 8 février 2010 de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Conakry, des faits punis par les articles 51, 54, c'était l'ancien code, 57 du code pénal et 28 du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale relativement aux infractions commises le 28 septembre 2009 au stade éponyme à Conakry. Le 15 juillet 2015, toujours à Ouagadougou au Burkina Faso, il a été interrogé sur le fond de cette affaire. Par la présente et par ma plume, mon client vous informe de ce qu'il doit se rendre à Conakry en République de Guinée le 15 août 2015. Pendant son séjour à Conakry, il vous réitère son intention et sa volonté de rester toujours à la disposition de la justice pour toute fin utile que de droit. Monsieur le Président, n'est-ce pas ce courrier prouve encore une fois à suffisance votre amour pour la Guinée, votre foi inébranlable en la justice guinéenne, votre bonne foi et votre volonté à ce que lumière soit faite dans cette affaire? Oui, maître. Mais est-ce que vous connaissez le contenu de la réponse que m'avait envoyé le pool des juges d'instruction de manière très automatique? Je vais vous lire. Mon courrier date de 2012.
12 août 2015, je dis que vous voulez rentrer en Guinée, vous mettre à la disposition des juges qui vous ont inculpé. Je suis répondu juste le lendemain, alors que j'étais à Ouagadougou. Voici ce que le pôle dit. À Maître Jean-Baptiste, avocat au barreau de Guinée, nous avons l'honneur d'accuser réception de votre correspondance en date du 12 août 2015 relative à l'arrivée de M. Moussa Dadis Camara, votre client à Conakry. Cependant, j'insiste là-dessus, il y a lieu d'attirer votre attention que son séjour ne doit en aucun cas être mis à profit pour troubler l'ordre public. Voilà un accusé qui est poursuivi par la justice de son pays, qui écrit à la justice de son pays, mais la justice dit ce qui est dit. Question. Est-ce que, n'est-ce pas, que ce courrier-réponse des magistrats instructeurs montrait leur embarras à vous voir en Guinée et peut-être à prendre des mesures de privation de liberté contre vous, sachant que vous n'êtes ni de près ni de loin impliqué dans les événements du 28 septembre? Oui, maître. Un embarras, tout à fait. Sinon, comment comprendre raisonnablement qu'une personne poursuivie et inculpée par la justice de son pays, qui se batte pour entrer dans son pays afin de se mettre à la disposition de la justice de son pays, comment comprendre que les magistrats en charge de l'affaire attirent l'attention de son avocat sur un quelconque trouble à l'ordre public lié à l'arrivée d'un inculpé? Est-ce que n'est-ce pas encore la preuve que c'est vous qui vouliez que justice soit faite dans cette affaire, mais que de l'autre côté, on n'a jamais voulu? Tout à fait, maître. Est-ce que vous connaissez la réponse que j'avais donnée? Non. Nous, ce sont des éléments de preuve qui indiquent votre volonté à vous soumettre à la justice. Ce ne sont pas des déclarations. Voici la réponse que j'ai donnée, moi aussi, le lendemain, le 14. Monsieur le Président, c'est le courrier du 14 août. C'est dans le dossier. À messieurs les juges d'instruction, membres du pôle des juges d'instruction chargés d'instruire les événements du 28 septembre, palais de justice Al-Mamia, objet accusé de réception. Messieurs les juges d'instruction, j'accuse réception de votre courrier numéro 006 bar CAB bar P bar JI bar 2015 du 13 août 2015 par lequel vous attirez mon attention à l'adresse de mon client Moussa Dadis Camara sur le fait que son séjour ne doit en aucun cas être mis à profit pour troubler l'ordre public. J'en prends bonne note et je puis vous garantir que mon client, en décidant de rentrer dans son pays après 6 ans, a décidé en même temps de rentrer en paix, dans la plus grande tranquillité, avec pour unique intention de se mettre à la disposition de la justice de son pays, collaborer avec elle et préparer au mieux sa défense. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut déduire encore une fois de tout cela, c'est-à-dire le refus des autorités guinéennes de l'époque de vous laisser entrer et l'embarras ou l'hésitation des autorités judiciaires de vous laisser entrer, que ces autorités savaient que le président Dadis que vous êtes ne pouvait être responsable des faits pour lesquels il avait été inculpé? Oui, maître. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez que c'est seulement quand vous avez décidé de vous porter candidat à l'élection présidentielle en 2015 que la machine judiciaire a été mise en place pour empêcher que vous rentrez? Oui, maître. Vous vous rappelez avoir été désigné par un parti politique qu'on appelle le FPDD? Oui, maître.
vous n'étiez pas encore inculpé à l'époque, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas à partir de là, parce que des élections devraient se faire en 2015, qu'on a voulu vous empêcher de rentrer? Oui, maître. J'étais considéré comme témoin à l'époque. Parfait, on va y arriver. On va commencer au soubassement et on va monter. Dites-moi, est-ce que vous vous rappelez le tollé que l'annonce de votre candidature à l'élection présidentielle avait suscité, notamment du côté du gouvernement et des ONG, dont la FIDH et l'OGDH, qui sont malheureusement parties civiles à la présente procédure? Oui, maître. Est-ce que vous vous rappelez qu'en ma qualité d'avocat, j'avais voulu intenter une action en justice contre ces ONG à l'époque et que vous m'en avez empêché alors que tous les actes étaient prêts? Oui, maître. Mais, Monsieur le Président, pourquoi m'aviez-vous empêché à l'époque? Vous voyez aujourd'hui la FIDH est là, l'OGDH est là. Pourquoi vous m'aviez empêché à l'époque? Je me rappelle, je vous ai empêché, j'ai dit, si vous le faites, ça risque de porter préjudice au jugement, puisque ces institutions, ces ONG sont directement rattachées, ou tout au moins liées aux événements du 28 septembre. Le faire, ça allait créer des incidences. Je vous ai humblement demandé d'accepter de ne pas incidenter afin que la justice et les ONG s'accordent pour le jugement. Parfait. Mais est-ce que ce n'était pas aussi parce que vous ne vouliez pas, vous, Dadis, Monsieur Moussa Dadis Camara, rester devant alors qu'il y a le dossier des événements du 28 septembre plus important que vous? Oui, tout à fait. Vous ne vouliez jamais prioriser votre personne. C'est bien cela? C'est bien ça. Mais, Monsieur le Président, vous aviez raison à l'époque, je vous l'ai dit, mais vous ne comprenez donc pas que votre inculpation, loin de reposer sur des faits et arguments valables, on va y arriver, avait juste pour seul but de vous garder davantage en exil. Oui, maître. Sinon, comment comprendre que vous achetiez plusieurs fois des billets d'avion? Les gens n'ont pas compris. Mais qu'un jour, vous preniez l'avion et que vous voulez rentrer dans votre pays où vous êtes poursuivi pour des crimes aussi crapuleux, aussi graves que ceux pour lesquels vous comparaissez maintenant là. Mais comment comprendre que l'on s'oppose à vous? Est-ce que raisonnablement vous pouvez expliquer cela? C'est incompréhensif. C'est incompréhensible. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Aujourd'hui, que nous ne sommes plus dans le passé, que nous sommes devant le tribunal criminel, est-ce que le même engagement, la même volonté continue de vous hanter, de vous traverser pour que votre vérité, votre bonne foi soit encore visible, vue par ce tribunal criminel? Oui, maître. Monsieur le Président Dadis, je voudrais que nous parlions de certaines notions. On va faire un chapeau. De certaines notions
bien que techniquement, qui sont techniques, mais qui peuvent avoir un impact, peut-être même négatif, sur la décision qui sera prise. Et hors de moi toute idée de préjugés de ce qui va arriver. Je veux qu'on parle des notions de commandant en chef des forces armées. Je veux qu'on parle des notions de délégation de pouvoir. On a beaucoup parlé ici, toutes les parties ont parlé de commandant en chef des forces armées parce que vous l'étiez. Même le seul rapport d'enquête. Et je peux me permettre de préciser deux choses. La première, le PV de 2011, je le maintiens dans son intégralité. Des notes de style télégraphique ne peuvent pas exprimer tout ce que de visu en présentiel on peut expliquer. D'où le fait que votre collègue a prétendu que j'avais renié une partie de mes déclarations antérieures. J'ai donné plus d'explications par rapport à cet aspect. Est-ce que M. Toumba Diakité était le chef? Donc, de manière directe, au-delà du style télégraphique d'un PV, il était très important d'éclaircir cet aspect-là. La deuxième chose, votre collègue a fait une déclaration hier que je n'ai pas pu digérer, comme quoi je suis animé de haine contre le président Dadis. Malheureusement, il n'est pas dans la salle, sinon j'aurais demandé humblement au président de lui demander de retirer cela parce que c'est une offense personnelle à ma personne. Donc, c'est cela que j'ai à dire. Sinon, tout le reste, je le maintiens. Il n'est pas dans cette salle d'audience, mais je peux communiquer en son nom en retirant, comme vous le demandez, et en m'adressant au tribunal pour cela. Je vous remercie. Merci. Monsieur Amadou Baouri, dites-moi, entre ce que vous allez dire maintenant et ce qui a été après ce long moment, naturellement, après 13 ans, et ce qui a été dit en 2011 et même en 2009, on va y arriver devant la commission d'enquête internationale, qu'est-ce que vous pensez être beaucoup plus sûr, beaucoup plus certain, beaucoup plus infaillible? Bon, les faits n'ont pas varié, donc de ce point de vue, je maintiens les faits tels que je les relatés devant Monsieur le Président. Peut-être que dans les explications, comme je l'ai dit, un PV ne peut pas refléter toute la complexité d'un entretien qu'on peut avoir pour expliquer ce qu'on a vu par rapport à des événements qui sont particulièrement complexes. Merci. Mais dites-moi, avez-vous quand même lu votre procès verbal? Je l'ai lu. Fait devant le juge d'instruction? Oui, je l'ai lu. Parfait. Avez-vous lu le rapport d'enquête internationale? Je l'avais lu il y a très longtemps. Peut-être que je ne me souviens pas. Parfait. Avez-vous lu le rapport d'enquête nationale? Celui-là, je ne l'ai pas eu. Nous allons parler dans cette salle de ces trois documents dans un premier temps. Nous allons parler du rapport d'enquête internationale. Nous allons parler du rapport d'enquête nationale que vous n'aviez pas lu, que de l'autre côté on n'a même pas voulu lire. Et nous allons parler autrement de votre PV. Alors on va commencer par le rapport d'enquête internationale. Est-ce que vous savez pourquoi je tiens à ce que nous en parlions? Je vous écoute d'abord. En fait, j'ai commencé par dire que je veux parler à l'intellectuel et même à l'historien, si je peux me permettre. Puisque vous avez été ministre, je crois, de la réconciliation à un moment donné. Je vais en parler parce que c'est ce qui fonde
la poursuite dans cette affaire depuis le début contre le président Dadis. Et ce rapport a été obtenu à cause de vos déclarations. Quand je dis à cause de vos déclarations, je parle des parties civiles ou des victimes à l'époque qui ont été entendues. Et vous étant une victime. C'est bien cela à l'époque. Vous savez, ce rapport fait une litanie d'incriminations au nombre de 4. D'abord, premièrement, il a reproché au président Dadis d'avoir donné des ordres au commandant Aboubakar Diakité et au colonel Thiebro Camara. Il suffit juste de lire, on va lire au cas par cas, les points 216, 217, 218, 219, 20 du rapport. On va aller là-dedans. Deuxièmement, il lui a reproché d'avoir fait des déclarations publiques qui témoignent de son intention de répondre aux manifestations. On va largement revenir là-dessus. Troisièmement, on veut le rendre responsable, y compris vous, à travers certains propos tenus ici hier, juste en raison de son statut de commandant en chef des forces armées ou de commandant suprême des armées. Enfin, en raison de ces supposées actions entreprises par lui après les événements du 28 septembre. Question. Est-ce que vous avez été entendu librement par la commission d'enquête internationale? C'est affirmatif. Parfait. Qu'est-ce qui vous a été demandé? Comment? Qu'est-ce qui vous a été demandé? Je ne me souviens plus exactement, mais je crois savoir qu'ils m'ont demandé de relater les faits tels que je les ai vécus à titre personnel. Et qu'est-ce que vous leur avez dit? Comme vous avez le rapport. Raconté? Vous pouvez revenir là-dessus succinctement? Bon, comme vous avez le rapport et tout ce que j'ai dit hier, c'est certainement ce que j'ai dit il y a 13 ans, il y a 11 ans, ainsi de suite, et ce que je maintiens aujourd'hui. En fait, je parle de vous parce que vous n'êtes pas l'auteur de ce rapport. Bon, soyez plus explicite. Alors, on va continuer, on va revenir dessus, pas de problème. Et est-ce que vous êtes au courant qu'en plus de vous, certaines autorités au plus haut niveau à l'époque avaient été entendues par cette commission, y compris le président Moussa Dadis Camara? C'est tout à fait logique. Parfait. Monsieur Baouri, est-ce que si le président Dadis, est-ce que si les différentes autorités de l'époque se reprochaient effectivement quelque chose, est-ce qu'elles auraient accepté être entendues par cette commission? Et je ne saurais répondre, mais je crois savoir, vu les réalités internationales et les obligations de la Guinée par rapport aux pays de la sous-région, CEDEAO, l'Union africaine et puis les Nations unies, c'était pratiquement de facto une obligation. Est-ce que vous pouvez donner un exemple qui s'est tenu dans l'histoire de l'Afrique avec un président en exercice qui se prête à ce jeu? Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Est-ce que cela a existé? Bon, je ne veux pas sortir un nom de mon chapeau au risque de me tromper, mais
Il y a eu le cas de la Guinée. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de notre Afrique. Est-ce que cela n'explique pas justement la volonté du président Dadis à vouloir vaille que lumière soit faite dans cette affaire-là, à l'époque? Je n'ai pas de réponse. Parfait, on va avancer. Est-ce que vous êtes au moins conscient que le rapport de la commission constitue, je le redis d'ailleurs, parce que je l'ai déjà dit, la seule base de poursuite engagée par le parquet contre le président Dadis? Et je n'ai pas de réponse également. D'accord. Est-ce que vous êtes aussi conscient que si les auteurs de ce rapport sont arrivés à établir cette supposée responsabilité du président Dadis pour son hypothétique rôle dans la commission des infractions commises au stade, c'est bien à cause de vos déclarations, celles d'autres, se prétendant victimes, M. Amadou Oriba? Vous donnez trop d'importance à mes déclarations. Si. C'est pour ça que j'ai commencé par dire, je veux m'adresser à vous ce matin en tant que tel. N'oubliez pas que vous étiez le président du comité d'organisation de la manifestation qui a conduit à ce que l'on sait. Et on va en parler, M. Amandouba. C'est pour ça que je donne beaucoup d'importance à vos déclarations. Ma sphère d'activité et de compétences, c'était au niveau des forces vives. Ce qui relève des autorités du CNDD et du pays sont au-delà de mes compétences et de mes informations. Rassurez-vous que je le sais et je ne vous poserai pas de questions dans ce sens-là. Je vais rester dans votre sphère de compétences. Rassurez-vous, M. Bahouri. Hier, je vous ai entendu parler de la culture de la violence chez nous depuis l'indépendance. Est-ce que vous confirmez que notre pays, dans son passé, maintenant, a toujours connu cette culture de violence-là? Cette culture de violence remonte de très loin. Oui. Et ce que nous espérons, avec la tenue de ce procès, que cette culture de violence, d'impunité, va être progressivement éradiquée pour que ce pays se retrouve dans un environnement de paix, de fraternité et de convivialité. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage avec des exemples précis? Je sais que vous avez été ministre de la République, ministre de la Réconciliation nationale. Ce sont des choses que vous saviez. Bon, je pense que dans le cadre de ce qui nous réunit ici, au niveau du tribunal, rentrer dans ces considérations, ce serait aller au-delà des objectifs qui sont assignés au tribunal. Monsieur Bahouri, vous avez parlé vous-même de la culture de la violence au pays. Si on vous demande d'en dire davantage avec des exemples, des précisions, je sais, ça va aider ce tribunal, c'est important. Raison de plus, parce qu'actuellement, je fais partie du Comité national des assises qui est en train de travailler pour frayer la voie à une véritable politique de réconciliation nationale dans ce pays. Mais je pense que ce n'est pas le lieu d'exposer tout cela devant le tribunal. Donc en réalité, en le disant, en parlant ici pour vous, c'est pour... Le but c'est quoi? C'est aboutir à une réconciliation nationale. Bien entendu. Et ça c'est noble, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que, quand vous le dites, M. Ba, correctement comme vous le faites,
est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce que cela signifie plutôt que vous êtes pour la culture de la violence? Je ne suis pas pour la culture de la violence. Raison de plus, je fais partie des pionniers qui ont mis en place des organisations de défense des droits de l'homme dès après 1984. Donc c'est un projet sur lequel nous avons travaillé, nous avons œuvré pour que notre pays sorte de manière définitive de cette ambiance de violation systématique des droits de l'homme. Et c'est raison de plus, ça a fait que j'ai eu maille avec beaucoup d'autorité depuis lors. C'est-à-dire, à vous entendre, et si je vous comprends bien, vous voulez nous dire que chez nous, toutes les manifestations conduisent à des répressions. Ça, c'est un fait récent. Sinon, auparavant, ce n'était pas le cas. Parfait. Alors, puisque vous, quand vous le dites, le but, c'est pour la réconciliation nationale, est-ce qu'on peut reprocher au président Dadi de faire allusion aussi à la culture de la violence dans notre pays? En tant que chef d'État, Oui. Il sied au chef de l'État d'œuvrer pour la pacification et pour la cohésion nationale, quel que soit le chef d'État. Parfait. Et donc, s'il en parle, c'est son rôle. Bien entendu. Et cela ne signifie pas qu'il encourage la violence. Entre le dire et le faire, il y a très souvent une marche. Pour le moment, très je parle large. juste de dire. S'il le dit, est-ce qu'au moins cela signifie qu'il n'encourage pas la culture de la violence, comme vous d'ailleurs, logiquement, raisonnablement? Bon. À l'épreuve du pouvoir, c'est à ce moment-là qu'on peut savoir est-ce qu'on adhère fondamentalement à ce qu'on dit ou bien c'est simplement de l'enfumage pour essayer de, comme disent certains, les adeptes de Machiavel, avec tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins. Je vais vous lire un passage de la commission d'enquête internationale. C'est pour ça. Il s'agit des points 223, 224. Voici ce qui est dit et qui est attribué au président Dadi et que le parquet en fait un véritable trophée de guerre. L'aspect le plus choquant est que j'ai essayé de moraliser et de sensibiliser les leaders politiques, leur disant qu'il y a eu des cas similaires dans le passé et que je ne veux pas que la même chose se reproduise. Est-ce que ce propos venant d'un chef d'État peut être interprété comme témoignant de sa volonté à encourager la commission d'infraction ou à répondre de manière sanglante à une manifestation dans un pays, en Guinée? Est-ce que ce propos-là n'est pas exactement le même propos que vous avez tenu ici, mais autrement? Sincèrement, je n'ai pas de réponse, mais tout ce que je peux dire, à partir du mois d'avril, avec les sollicitations que nous avions formulées et les initiatives que nous avions prises, s'il y avait véritablement du côté du CNDD une écoute et une attention à ce que nous proposions à l'époque, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui.
Non, ces propos ont été tenus, c'est pour ça que j'ai fait le chapeau. Ces propos ont été tenus après les événements. C'est ce que j'ai appelé les déclarations publiques. On attribue au président Dadis d'avoir tenu ce propos que l'on veut interpréter autrement contre lui, alors que son intention a été comme votre intention, en le disant autrement, de réussir cette réconciliation. Donc ce n'était pas avant. On va parler d'avant. Monsieur Amadou. Monsieur Ba, on va parler d'avant. Dans ces conditions, n'est-ce pas que cela signifie clairement, sans aucune ambiguïté, que les auteurs du rapport d'enquête ne connaissent pas notre pays comme vous connaissez notre pays, comme le président Dadis peut bien connaître notre pays. Parce que ce sont les auteurs qui pensent ainsi que le parquet interprète. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est parce que ces gens-là ne connaissent ni l'histoire de la Guinée, ni la sociologie de la Guinée, ni l'anthropologie d'ailleurs de la Guinée, ni tout. Comme vous... Non, je n'ai pas la photo avec moi ici. Monsieur le Président, je voudrais qu'on lui trouve la photo. Je n'ai pas compris. Je voudrais qu'il ait la photo avec lui parce que les questions concernent la photo. Je vais vous remettre, alors avec la permission du Président, je vais lui remettre ça. Gardez très bien cette photo avec vous et regardez. Monsieur Pivi, quand vous preniez le pouvoir, quel grade aviez-vous? En prenant le pouvoir, j'étais au grade de lieutenant. Sur la photo, quel grade se trouve là? Ici, c'est le grade de capitaine. Parfait. Quand vous prenez le pouvoir, monsieur Aboubakar Diakité, avec quel grade? Il était au grade de sergent-chef. Sergent-chef. Ce sont les 2 V. Oui. Sur cette photo que vous avez avec vous, quel est? Il est au grade adjudant ici. Là-bas, il est? Grade adjudant. Parfait. Quand vous preniez le pouvoir, quel grade le général Sekouba avait? Quand on prenait le pouvoir, le grade c'était le grade de colonel plein. Et sur cette photo, c'est quel grade? Ici, je vois général de brigade. Est-ce que ce n'est pas la preuve que c'est fabriqué? Ce n'est pas le jour de la prise de pouvoir. Ce qu'on a exhibé là. Ça, c'est des photos après la prise de pouvoir. Totalement après la prise de pouvoir. Je vais aller même plus loin. Vous avez écouté le ministre Diaby ici. Il avait déclaré ceci, qu'il a été appelé par ses amis et quand il est arrivé devant le camp, Makambo était là le jour de la prise de pouvoir et lui a dit: si vous ne prenez pas le pouvoir la nuit là, on va tous, je ne sais pas vous tuer, je ne sais plus, je peux me tromper. Ce jour-là, ça veut dire que Makambo était à la porte et n'était pas à la prise de pouvoir, n'est-ce pas? Oui, il était à la porte. Est-ce que sur cette photo, il ne figure pas Makambo? Sur cette photo, attention. Juste entre votre tête, passez-moi l'expression, et la tête de M. Toumba. Est-ce que ce n'est pas Makambo qui est derrière? C'est Makambo qui est derrière. Est-ce que Makambo pouvait-il être à la porte du camp et être au lieu de prise de pouvoir? Non, ici, ça c'est... Vous n'avez pas compris. Est-ce qu'il pouvait être aux 2 endroits en même temps? Non. 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 Est-ce que ce n'est pas une preuve que depuis que ce procès-là a commencé, M. Aboubakar Toumba
cherche à manipuler, cherche à toujours arguer de contre-vérité. Est-ce que ce n'est pas la vraie preuve? Est-ce que ce n'est pas la preuve? J'ai bien dit que ici, ça c'est après la prise de pouvoir. Toujours sur la même question. Les photos que je vous ai remises, que j'ai montrées hier, regardez si le président a ces mêmes photos, regardez les tenues que vous portiez. Le 22 dans la nuit à la prise du pouvoir. Est-ce que ce sont les mêmes tenues? Non. À la prise du pouvoir, j'étais en tenue parachutiste. Vous ne voyez pas qu'à la limite, c'est même du faux que l'on vient de faire? J'espère de tout cœur que le parquet prendra ses responsabilités par rapport à ce faux produit par une partie à une audience pour tromper la religion du tribunal. Monsieur Claude Pivy, je pense que cette question est réglée. Est-ce que cela veut dire tout simplement que tout ce que vous avez dit dans cette salle ici par rapport à la prise de pouvoir, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui dites la vérité à 100%? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'un tel plaideur qui ne dit pas la vérité doit être entendu par le tribunal et même par toutes les parties? Bien sûr. Est-ce que celui qui dit des contre-vérités et qui produit en faux à une audience doit être, ces déclarations doivent être prises au sérieux? Non. Alors, Monsieur Claude Pivy, c'est vous qui avez été l'homme fort du 22 et 23 décembre 2008. Même sur la photo, mais regardez la position du président. Mais ce n'est pas le patron qui regarde ses subordonnés, mais regardez comment il est arrêté à côté. Est-ce que ce n'est pas le patron qui regarde ses subordonnés qui discutent entre eux? Bien sûr. N'est-ce pas la preuve, encore une fois, que la prise du pouvoir, c'était M. Copland, l'armée guinéenne et Dieu, comme le dit celui qui a été le président de la transition à l'époque. N'est-ce pas cela? C'est ça. Exactement. On va avancer. Je pense que ça, c'est très clair. Mais, puisque on a déjà peur, est-ce que vous saviez qu'ils ont déjà peur? Reprenez. Est-ce que vous saviez que la défense de M. Aboubakar a déjà peur de la défense du président Dadis? Ils ont déjà peur. Ils ont déjà peur, c'est pourquoi, alors même que je n'ai pas encore produit un passeport, ils en parlent parce qu'ils savent que j'ai tous les éléments qu'il faut contre eux. C'est cette peur-là qui les amène à ne pas vous respecter ou parfois à titiller même les autres avocats. Mais nous n'en ferons pas autant. On va avancer. Hier, je vous ai lu ici une déclaration du président El Hadj Cellou Dalein Diallo. Vous le connaissez bien? Si, je connais le président Cellou Dalein. C'est un homme responsable, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est un grand homme? C'est un grand homme. Est-ce que selon vous, ce grand homme ne peut pas dire des contre-vérités? Si, il peut dire. D'accord. Alors hier, vous avez entendu dans son PV, vous l'avez entendu dire qu'il a vu le lieutenant, plutôt le commandant, Aboubakar Diakité, en tête de béret rouge, tiré à bout portant au stade. Est-ce que cela ne suffit pas pour expliquer que c'est M. Toumba qui était au stade avec ses hommes pour commettre tous ces massacres? Est-ce que ce n'est pas ça? Cette déclaration ne constitue pas une preuve? Déjà, ça, c'est une preuve.
Je vais vous aider, puisqu'on se rabat toujours sur le rapport d'enquête internationale. Monsieur le Président, le rapport d'enquête internationale, je voudrais lire une partie, la page 49. La page 49. Voici ce que les enquêteurs disent. La commission dispose d'éléments suffisants engageant la responsabilité pénale directe du lieutenant Aboubakar, ici ils ont dit Chérif Diakité Toumba, voire une responsabilité de commandement pour les faits qui se sont produits dans le contexte de l'attaque du 28 septembre et les jours suivants. Plus loin, on ne peut pas lire tout. Je vais vous poser des questions quand je finis. Plus loin, il est indiqué sur la même page, in fine, la commission a pu confirmer que le lieutenant Toumba est entré dans le stade au même moment que les hommes sous son contrôle. L'organisation et la coordination entre les forces de sécurité durant l'attaque, décrite au paragraphe 206 dessus, démontre le degré de contrôle effectif, je pèse mes mots, de contrôle effectif que Toumba avait sur les membres de la garde présidentielle. C'est d'ailleurs le lieutenant Toumba lui-même qui a indiqué à la commission que, c'est une citation qui commence, l'institution militaire obéit au commandement et aux ordres et ne peut être traitée comme une institution civile, confirmant ainsi sans non sans fierté, le contrôle qu'il exerce sur ces hommes. Il convient de noter qu'il a refusé, contrairement au commandant Thiebro, que la commission s'entretienne avec certains de ses subordonnés. Le dernier paragraphe que je lis. La présence du lieutenant Toumba au stade et en différents endroits après les événements survenus dans l'enceinte du stade indique qu'il savait où, du moins il pouvait savoir, que ses subordonnés étaient responsables des crimes décrits dans le rapport. Non seulement le lieutenant Toumba n'a rien fait pour empêcher la perpétration de ces crimes, mais il a même directement participé à leur exécution. La commission conclut, dès lors, de ce qui précède qu'il existe de sérieux motifs présumés, également, ensuite de la responsabilité individuelle et personnelle du lieutenant Toumba, une responsabilité solidaire en sa qualité de chef militaire. N'est-ce pas aussi la preuve que ces massacres ont été perpétrés par M. Aboubakar Toumba, M. Aboubakar Diakité alias Toumba? Oui. Est-ce qu'à partir de là, lorsqu'on indique que c'est lui-même qui le dit, avait une commission effective sur ces hommes, est-ce qu'on peut le disculper de cette responsabilité pour faire supporter cela par le président Dadis? Non, on ne peut pas. Non, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Claude Pivy. Oui. Vous avez entendu ici M. Aboubakar indiquer clairement qu'il n'a pas reçu d'ordre du président Dadis pour aller faire ce qu'il a fait avec ces hommes, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que cela n'est pas aussi suffisant que le président Dadis n'a jamais donné un ordre, aussi bien directement qu'indirectement? Ça, déjà, ça suffit. Il n'a jamais donné l'ordre. Parfait. Dites-moi, qui a braqué M. Alseni Bari de Safricom en prenant son coffre-fort rempli d'argent? Bon, ça, c'est pas passé devant moi. Vous ne saviez pas? Oui. M. Alseni Bari vit.
Il a été braqué par M. Toumba et il a fallu l'intervention de Dadis pour libérer. Il vit. Qui a séquestré M. Daouda Sissé? Bon, ça, je n'en sais pas. C'est encore lui et ses hommes. Qui a mis le général Toto à genoux? C'est lui-même. Et expliquez les circonstances. Comme j'avais bien dit hier, je dis ça s'est effectué à la rentrée du camp Alpha où ils ont coïncidé la rentrée aussi du général Toto, se sont regroupés sur lui, le désobéir et le mettre à genoux. Donc, le bruit est venu nous trouver au régiment. Nous, on était tous au courant. N'est-ce pas un acte d'indiscipline? Ça a été un acte d'indiscipline. Est-ce que lorsque le président Dadis dit que l'armée était indisciplinée, ce n'est pas cela encore une autre preuve? Bien sûr. Qui a violé la fille adoptive de feu général Lansana Conté? Ce que nous on a appris, c'est le commandant Toumba et ses équipes. Encore lui. Et ses équipes. N'est-ce pas là un autre acte d'indiscipline? Ça aussi, c'est l'un des actes d'indiscipline. Dites-moi, je veux juste une estimation. Au camp Koundara, il y avait combien d'hommes? On pouvait estimer combien d'hommes là-bas? Bon, puisque là-bas, je n'étais pas responsable de ce camp, je ne peux pas... Vous ne pouviez pas estimer. Voilà. Mais en général, dans un camp comme ça, il pouvait y avoir combien d'hommes? Moi, je ne demande pas de nombre exact. Bon, là-bas, il pouvait y avoir au moins plus de 200 hommes. Il pouvait y avoir au moins 200 hommes. Ouais. Qui était le chef de bataillon? C'était un bataillon? Bon, c'est un détachement, c'est un bataillon quand même. C'était sous la responsabilité, le commandement de qui? C'était sous le commandement de Degré. Le commandement de Begré, n'est-ce pas? Qui était Begré par rapport à M. Toumba? Parce que là-bas, comme j'ai dit, c'est un détachement. C'est toujours un détachement du salon. Donc, c'est Toumba qui commande tout. Mais celui qui est là-bas, qui assure la responsabilité de la base, c'est Degré. D'accord. Monsieur Claude Pivy, la partie civile vous a posé la question de savoir si vous pouvez indiquer ce que le président Dadis a fait concrètement ou a posé concrètement comme action pour éviter les événements du 28 septembre. Je vais vous lire une partie de la déposition de M. Toumba, plutôt de M. Tibou Kamara. Vous connaissez Tibou Kamara? Bien sûr, je le connais. Qui il était? Il était aussi un membre, quand même, un membre du gouvernement attaché à la présidence. D'accord. Monsieur le Président, le procès verbal de déposition des témoins, l'an 2007 et le 10 août à 10 heures. Hein? Oui, l'an 2017 et le 10 août à 10 heures. Page numéro 2, à la fin. Voici ce que M. Tibou indique. 2 et 3. Sur interpellation, lorsque le problème de cette manifestation s'est posé, chacun a été consulté pour donner son avis sur la nécessité ou non de laisser faire la manifestation. Personnellement, étant pour le respect des libertés démocratiques, j'ai essayé de convaincre le président du CNDD pour qu'il autorise la manifestation, surtout que les manifestations des mouvements de soutien l'étaient sur le terrain. Je suis parvenu à le convaincre sur ce principe, mais il a demandé de déclarer la date et surtout de décaler la date, excusez-moi,
et surtout de délocaliser le lieu de la manifestation. Il a cité par exemple le stade Nongo. C'est en ce moment qu'il a pris mon téléphone pour essayer de joindre tous les organisateurs pour leur faire part de ses propositions par rapport à la manifestation. C'est ainsi qu'il est parvenu à joindre M. Sidia Touré. Plus loin, il dit, c'est Dadis qui a parlé à Sidia Touré avec mon téléphone. C'est un chef d'État qui se comporte comme cela. Est-ce que n'est-ce pas un acte concret posé pour éviter les événements du 28 septembre? Effectivement, c'est un acte concret. Quand lui-même, il prend son téléphone, dans quel pays du monde vous avez vu cela? Lui-même prend son téléphone pour appeler un leader et lui demander, n'est-ce pas un acte qu'il a posé en amont pour qu'on évite, pour prendre des dispositions contre ce qui s'est passé? Oui. Vous savez pourquoi je le dis? Parce qu'on veut banaliser de l'autre côté. On vous fait comprendre que ça a été un acte de des actes de dernières heures prises pour masquer ce qu'on avait déjà préparé. Si vous avez bien compris le test, M. Thibault parle effectivement de la réunion au camp Al-Faya dont tout le monde est en train de parler. L'objet, c'était quoi? C'était que chacun se